Alors on va parler directement de nos auditeurs. On va dire pourquoi est-ce qu'on s'appelle Team Duncast. Team Duncast, c'est parce que c'est le basket de notre enfance. Et le basket de notre enfance, il vient de l'héritage. Et justement, ça va être le thème un peu de ce podcast. C'est l'héritage des grands joueurs, sur et en dehors des terrains. Quel joueur a marqué son époque, en tout cas l'époque de notre enfance? Alors évidemment, les premiers joueurs qui viennent en tête sont les Jordan, Kobe, Iverson. Mais on va en parler davantage. Rafik, toi par exemple, ton modèle. Moi, je sais que c'est Kobe qui m'a fait aimer la NBA. Voilà. Comme d'habitude. Ah oui, mais Rafik, c'est plus intéressant. Je Moi, je vais un peu faire dans le spécial. C'est la lignée Stockton-Nash. Ça m'a fait kiffer, Stockton-Nash. Ça m'a fait kiffer. Pourquoi? En fait, ce sont des joueurs, j'ai l'impression. Ils n'étaient pas vraiment faits pour le basket, mais ils auraient pu être bons partout. Ils auraient pu être forts partout, vraiment. Et en fait, moi, c'est leur capacité à diriger une équipe, à produire du jeu rapide, leur lecture de jeu, ça m'a marqué. Bah, et qui ont eu un héritage. Bah, lecture de jeu, oui. Mais après, les jeux rapides par rapport à Stockton, bon, on sait que son rythme avec Karl Malone, mais bon, ça, c'est pas trop le sujet là-dessus, mais c'est vrai. En termes de lecture de jeu, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, il est même meilleur passeur de l'histoire en NBA, je crois, en plus. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, pour répondre à cette question, le mec qui m'a le plus marqué, bon, je vais faire dans le classique, hein, Michael Jordan. Pourquoi? Parce que même pour quelqu'un qui ne regarde pas le basket, il voit ce mec jouer, il voit direct qu'il y a un esprit dominateur chez Jordan. Ça se voit, ça se perçoit, même pour quelqu'un qui n'a jamais vu le basket de sa vie. Et puis même notre enfance. Au-delà de Jordan, je dirais même les Bulls. Pourquoi? Parce que le deuxième tripit des Bulls marque une certaine maturité dans le jeu de cette équipe-là, dirigée par Phil Jackson. Tu sens que les mecs maîtrisent leur sujet et t'as affaire à des mecs qui se débattent, on dirait, dans tous les sens pour les battre et tout. Mais tu vois le jeu léché des Bulls, parce qu'on parle de Jordan, mais on peut parler aussi de Scottie Pippen. Scottie Pippen, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent aujourd'hui. Et Scottie Pippen, pour moi, peut être également mentionné en tant que force en termes d'héritage, parce que il a été le précurseur, à mon avis, de certains grands défenseurs aussi NBA sur les postes extérieurs. Qu'on peut être reconnu en tant que lieutenant. Voilà, exactement. On peut être reconnu en tant que lieutenant, parce que Phil Jackson a dit que Michael est devenu Michael grâce à Scottie Pippen. C'est le mec qui le dit, c'est son discours quand il l'a intronisé au Hall of Fame. Michael Jordan, c'est ce qu'il dit. Il dit, si je suis là aujourd'hui, c'est seulement, pas seulement, mais c'est grâce en grande partie à Scottie Pippen. Et c'est vrai. Et aujourd'hui, et effectivement, c'est le deuxième sweep des Bulls, c'est l'avènement de un lieutenant peut être essentiel au succès d'une équipe. Et on peut se rappeler de toi dans 20 ans. Exactement, comme Scottie Pippen aujourd'hui, c'est devenu la référence en termes de lieutenant. Aujourd'hui, quand on dit t'es mon Scottie Pippen, c'est une expression courante dans tous les sports en fait. Exact. Donc en termes d'héritage, il y a de ça aussi. Mais par exemple, si on va aller un peu plus loin dans le temps, pour moi, Kobe, ça a été une inspiration parce que c'est une mentalité de gagnant. Même dans les pires moments de sa carrière, il se remet. Je sais pas s'il se remet en question, mais il y a un côté tête brûlée en disant je vais aller au bout des choses. Je suis un malade de travail, le travail paye et c'est qu'en travaillant qu'on peut gagner. Et il l'a prouvé sur le terrain, il l'a prouvé en étant un des meilleurs joueurs de l'histoire que, tu vois, c'est un exemple pour les jeunes en disant les mecs, travaillez sur le terrain. Parce que peut-être que ça va pas tomber tout de suite, peut-être que vous allez galérer, vous allez en bouffer, mais à la fin, ça va payer parce que le travail paye. Et je trouve que c'est hyper important quand même ces notions-là. Quand tu parles de Kobe, moi je peux parler également d'un autre mec de la draft 96 qui a pu lui faire face, Allen Iverson. Allen Iverson. Première saison. On parle de Jordan. Hein. Ok, on a parlé de Jordan, on a parlé de Kobe. Moi je parle d'Allen Iverson. Pourquoi? Ça a été le seul mec qui s'est permis de faire face à... Enfin pas le seul, pas du tout. Mais pour un rookie, il se permet de faire face à Michael Jordan. Michael Jordan est l'idole d'Allen Iverson. Et lors de cette action, justement, où il se permet de le crosser deux fois, une fois pour le tester et une deuxième fois. Et en plus, derrière, il marque. Mais il faut savoir que cette action-là a marqué toute l'Amérique. Hein. L'héritage de Parce l'insolence. que quand on touche Michael Jordan, on touche à l'Amérique, en fait. On touche à Dieu, presque. On l'appelle Sa Majesté. On l'appelle Sa Majesté. Quand même. Et franchement, ce qu'a fait Iverson là, ça a été en effet une de ses actions majeures. Mais Allen Iverson, c'est un mec qui vient vraiment de la rue. Ouais. Et ça se voit rapidement, en fait. Et ça a été dans la culture populaire début 2000. Franchement, ça a été une marque colossale. Reebok était totalement heureux de l'avoir. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque et tout, avec les marques de Reebok et tout. Ils étaient tous dingues. Et en fait,
vous avez vu qu'en fait, David Stern, qui était le patron de la NBA à l'époque, n'aimait pas trop justement la tenue vestimentaire d'Allen Iverson. C'est pour Mais ça qu'ils beaucoup ont- de personnes s'identifiaient à lui. Ah, mais Tenue c'est pour ça qu'ils baggy, ont imposé, t-shirt trois justement, quarts avec des chaînes. Non, les gars, c'était le feu. Il a amené le bitume au parquet. Et ça, franchement, c'est pour le basket qui vient justement de la rue. Et on voit les plus grands joueurs de l'histoire viennent de la rue. Des Dr. J, Michael Jordan, Isaiah Thomas. Isaiah Thomas. Tous ces joueurs-là, ils viennent de la rue. Et bah, on avait enfin ce symbole-là un peu avec Allen Iverson qui est arrivé en 96. C'est ça. En fait, ce qui est bien avec ces joueurs-là, c'est qu'en fait, ils disent aux générations suivantes, regardez, c'est possible. Même si vous avez le même background Exactement. que moi, c'est possible. Là, on parlait d'Iverson, ça fait penser à Jimmy Butler, qui a un background pas assez similaire, Ouais. enfance compliquée. Voilà, donc c'est pour dire que en fait, c'est ça que j'aime bien avec ces joueurs, c'est qu'ils vraiment, ils sont là, ils disent c'est possible, vous pouvez le faire. Et là, je vais penser un peu aux premiers étrangers en NBA, les premiers Européens. Je pense à Detlef Schrempf qui a joué aux Supersonics et aux Blazers et à Indiana. Et ce genre de joueur permet à des Gasol, à des Nowitzki de comprendre que il peut se confronter à des Américains. Parce que honnêtement, s'il y a personne qui le fait dans la tête d'un Européen, c'est je ne peux pas jouer contre des Américains. Ça sert à quoi pourquoi je vais me craquer à m'améliorer alors que je pourrais pas aller en NBA parce que je peux pas avoir le niveau 2. Non, tu peux l'avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut voir aussi des Doncic, des Jokic qui est vraiment Nikola Jokic. Nikola Jokic qui est pour moi un peu un héritier de Gasol en termes de pivot intelligent dans la passe, dans la lecture de jeu. Donc il y a aussi ces Européens qui ont laissé un héritage. Tu parles d'Européens. Moi qui suis fan des Nets et mon ami Damas qui est aussi fan de Portland, comment ne pas citer Drazen Petrovic, En effet. Mozart. Déjà, quand il y a un mec qui arrive en basket en NBA et qu'on surnomme Mozart, bon bah ça veut déjà tout dire. Ouais. Le mec, il a quand même refusé tout d'abord la NBA pour aller au Real Madrid pour être champion d'Europe, pour ensuite dire bon bah d'accord, je peux venir en NBA maintenant, ça y est, j'ai fait mon taf en Europe, je viens à mon rythme, je m'impose pas aux règles, au conformisme américain en disant l'objectif c'est la NBA. Non, moi je m'impose d'abord en Europe, je gagne sur mes terres et ensuite je vais dominer les États-Unis. Il arrive, il est discret au début, mais il faut se rappeler, parce qu'on parle beaucoup de la Dream Team 92, qui est la référence pour même des gens qui ne suivent pas le basket, qui est peut-être la meilleure équipe de l'histoire, mais en finale, face à la Yougoslavie, c'est pas une partie de plaisir, hein, parce qu'en face, t'as Drazen Petrovic qui tient tête aux Américains. Et pour le coup, c'est Drazen Petrovic, c'est un exemple pour beaucoup d'Européens et aussi pour les joueurs de l'Est. Il est tragiquement mort en 93, mais Drazen Petrovic est aussi un exemple pour les joueurs européens de se dire c'est faisable. On peut arriver en Europe et on peut dominer les États-Unis. Surtout vu les circonstances de la intéressant ce que tu Yougoslavie. dis sur Petrovic contre 2018. les États-Unis. Les années suivantes, les Américains tomberont souvent dans des compétitions internationales. Bon, il y a aussi l'implication des grands joueurs qui a à voir avec C'est ça. quand même rare. Hein. Enfin, souvent. Ok. Souvent, le mot est mauvais, mais voilà. Donc, ils sont tombés plus tard. Tout à fait. Petrovic Fin des un rôle un peu années dans ça. 90, Il a un rôle début des années fondamental 2000, dans ça. Fin des années 90, début des années 2000, les Américains, ils n'étaient pas non plus aussi dominateurs. C'est vrai, parce FIBA, que beaucoup fuyaient la sélection américaine. Et par rapport à l'héritage européen, il faut surtout parler de Dirk Nowitzki. Pourquoi ? Parce que Dirk Nowitzki est la tête montante du numéro 4 qui shoot à mi-distance ou à 3 points. Le four straight, comme on appelle, le poste 4 fuyant. Dirk Nowitzki s'est beaucoup démarqué là-dessus. Alors, pas au rebond pour quelqu'un qui fait 2m13. C'est un défenseur ridicule, mais en attaque. Mais même au cercle. C'est en attaque. Mais il n'a peur de personne. Tu te souviens d'un dunk de Dirk Nowitzki ? Moi, j'en ai aucun en tête. Hein. Le mec, il fait 2013, c'est 5-4, et pourtant, physiquement, franchement, tu vois, c'est l'archétype de l'Allemand, pas costaud physiquement, voilà, grand blond, un peu là, voilà, et pourtant, c'est lui, aujourd'hui, le shoot de Kevin Durant, son fadeaway one leg, et c'est Dirk Nowitzki, hein. C'est l'influence de Dirk Nowitzki. Et justement, ce qui est bien, c'est que Dirk Nowitzki a influencé même toute la NBA, parce que toute la NBA maintenant s'est adaptée avec le poste 4 fuyant. Totalement. Justement, et on fait en sorte à ce que les ailiers forts puissent shooter maintenant à mi-distance
ou justement à 3 points aujourd'hui. Donc cet héritage européen, c'est pas retrouvé uniquement qu'auprès des Européens, mais ça a même changé le système de jeu américain aussi. Et c'est là-dessus où il faut quand même tirer ce gros coup de chapeau à Totowitzki, qui n'était pas un joueur non plus que je supportais. Tout manière, Dallas, pour moi, ça a été juste des Américains en chapeau, enfin peu importe. Mais pour moi, c'était vraiment pas ce que j'appréciais. Mais là-dessus, je dois quand même tirer mon coup de chapeau par rapport à Dirk. Avant de parler de Dirk, il faut aussi parler des Européens encore une fois pour appuyer Peja Stojakovic, qui a été un shooter exceptionnel aux Kings de Sacramento. Une saison à 24 points. À 24 points justement. Je crois qu'il a été très bien classé en MVP. C'est pour la saison 2004. Quatrième au classement MVP. Quatrième au classement MVP justement. Donc je crois que c'était même le classement des Européens le plus élevé, je crois. Hein, avant. À ce moment-là. C'est ça. Avant Nowitzki en 2007. Avant Nowitzki en 2007 Mais même un Vlade Divac, hein. Quand il est aux Kings. C'est ça. Sabonis. Ouais. C'est ça, même Sabonis. Et pour revenir maintenant sur l'aspect des Américains, parce que il y a toujours cette image-là qui joue en sorte, c'est que l'image américaine doit être mise en avant. Ok, l'image américaine doit être mise en avant. Et en termes de, alors ce qui a changé par rapport aux personnes qu'on a mentionnées sur fin années 90, c'est que quand on arrive à la période 2003, la fameuse draft 2003, avec les LeBron James, Carmelo Anthony, commence maintenant à avoir une effervescence beaucoup plus poussée au niveau du marketing en fait. Donc après il y a eu l'aspect téléphone portable et après il y a encore après l'apparition des réseaux sociaux où là maintenant tout change mais en termes d'influence. C'est-à-dire que un joueur de basket aujourd'hui, quand on a parlé de ces personnes-là, chacune a leur identité. Tim Duncan a son identité qu'on ne trouve pas ailleurs. Pourtant, il a 5 bagues NBA. Mais on va plus parler de Allen Iverson, qui n'a pas gagné de titre NBA, que de Tim Duncan. Non mais tu vois, c'est ces joueurs-là... On parlait des Européens, mais on peut même l'élargir à non-américains, pardon. Pour le coup, on parle d'héritage. Regardez les joueurs aujourd'hui, les joueurs qui marquent aujourd'hui. Alors, évidemment, il y a LeBron James, James Harden, etc. Mais Giannis Antetokounmpo, grec. Doncic. Doncic, voilà, je le cherchais. Slovène. Pascal Siakam, Camerounais. Joel Embiid, Camerounais. Donc, vous voyez, Ben Simmons, australien. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien qu'aujourd'hui, ces joueurs-là, l'héritage, c'est de se dire, OK, il n'y a pas que les Américains qui sont bons en basket. Il y a aussi les Européens. Un mec aussi comme Pau Gasol. Pau Gasol, évidemment, c'est un énorme... Tous ces joueurs-là aussi, ils se sont inspirés de joueurs comme Pau Gasol, qui s'est aussi inspiré d'autres Européens. Mais c'est pour prouver, c'est de dire, regardez, on peut jouer les Américains les yeux dans les yeux. Et l'image, c'est... Même si on sort un peu du cadre NBA, c'est la finale des Jeux Olympiques 2008. Oui. Les Américains sont obligés de se reposer sur un Kobe exceptionnel. Tout à fait. Parce que t'as les Espagnols, et qui la plupart jouent en Euroleague en plus à ce moment-là. Et se font dominer par les Américains se font dominer par les Espagnols. Les Américains, c'est la grosse équipe avec LeBron, Carmelo, Chris Bosh, Kobe, Chris Paul, Jason Kidd. Enfin, c'est la grosse équipe américaine. Hein. Mm-hmm. Moi, je vais parler d'un autre héritage. Là, on parlait d'héritage. C'est possible. Je l'ai fait, donc c'est possible. Il y a aussi l'héritage très américain qui est de je t'enseigne, je te dis comment j'ai appris les choses. On peut penser à Kobe avec sa Mamba Mentality. Il y a des personnes qui font des camps avec lui pour apprendre comment il fait même des conférences aussi sur l'éthique de travail, comment il vivait avec le travail, comment il gérait le travail. T'as aussi Olajuwon avec le footwork. Il y a beaucoup de personnes qui sont oui, c'est Condé. Mais quasiment il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le camp de Olajuwon après. Oui. Tous les pivots de la NBA ensuite. Il y a aussi Garnett qui a gardé un peu ce rôle-là récemment. Bon, il a dit des phrases un peu bizarres comme Ton Maker pourrait être un jour MVP. Bon là, le mec joue même plus avec les Pistons. Donc voilà, donc il y a aussi cette forme d'héritage qu'on retrouve chez les Américains de je t'apprends comment j'ai maîtrisé ces moves. Et je pense que là le système américain, la fac américaine privilégie ça parce que les gars sont capables de mettre des mots sur ce qu'ils ont ressenti pendant toute leur carrière. Exactement. Donc la fac leur a donné ces outils-là, et c'est quelque chose qu'on retrouve moins dans d'autres sports où les études s'arrêtent plus tôt. Et donc oui, ça participe à un certain héritage. Alors moi, en termes d'échecs maintenant, en termes d'héritage, parce que c'est aussi parler de ça, c'est-à-dire qu'on a mis des gens en avant qui n'ont malheureusement pas réussi à transmettre ce qu'on attendait d'eux. Et moi, je pense qu'il faut aussi relier aussi les franchises avec lesquelles ces joueurs-là ont joué. Les Knicks, avec Pat Ewing. Pat Ewing a fait toute sa carrière
pratiquement toute sa carrière parce qu'il a fini au Oui, Magic. parce qu'il s'est fait trader lamentablement. Mais il faut aussi en parler de cet échec-là. Pourquoi? Parce que les Knicks, on parle toujours d'eux comme étant une franchise mythique. Ce qui est vrai en termes de côté de culture populaire, parce que beaucoup de gens les aiment. Je me demande encore pourquoi aujourd'hui. Mais les Knicks, c'est comme moi aussi. de toute manière, les Knicks, Je vois même pas pourquoi c'est mythique. c'est comme le Paris Saint-Germain. On se demande pourquoi les gens aiment autant le PSG pour des gens qui sont aussi décevants. Au moins, ils gagnent des titres à la différence des Knicks. Tout dépend qui ils affrontent. Maintenant, Peut-être, concernant mais ça fait Pat Ewing, presque 50 ans qu'ils ont pu remporter un titre, les Knicks. c'est ça, donc, c'est exactement. Et Pat Ewing, un joueur aussi emblématique au cours des années 90, qui a fait 2 finales NBA en 94, je crois. Ouais. Et- Oui, 94 Ouais. contre Olajuwon avec le Olajuwon, ouais. et en 99 face aux Spurs. Où il est blessé. Oui, et en effet, il est blessé. Et malheureusement, il a fait plusieurs fois des postes d'assistant coach dans plusieurs franchises à Orlando. Au Et moment où il y a Dwight Howard. Dwight Howard, justement, et notamment chez Jordan, en devenant Jordan propriétaire des Hornets de Charlotte. Et c'est là où, quelque part, ça a été décevant côté Ewing, parce que c'est vrai qu'aussi que il faut aussi mentionner par rapport à ce joueur-là, c'est qu'on a plusieurs fois mentionné comme quoi il manquait d'intelligence. On a plusieurs fois critiqué le côté The Beast de la part de Pat Ewing. Et lorsqu'il a pris la casquette, maintenant d'un côté, on va dire côté stratégique, vu le poste qu'il occupe, ça n'a pas forcément été mis en avant. Il a plusieurs fois ramé pour avoir un poste NBA en tant que head coach d'une franchise NBA. On a plusieurs fois pas fait confiance, on a plusieurs fois repris. Et ça, ce côté-là, côté américain, il faut également mentionner des joueurs qui ont autant fait bien marcher la NBA en termes d'image, notamment avec le film Space Jam, parce qu'il est présent, qui a joué notamment en termes d'influence. Bien sûr. Et ça s'est pas retrouvé par rapport à ce type de joueur-là aussi. Malheureusement, Patty Wing aussi, il est associé un peu à une image de loose, quoi. Ouais, carrément. C'est pour ça que l'héritage, il est compliqué. L'héritage, il est réussi lorsque tu réussis et tu arrives à dominer ton sport. Alors, Charles Barkley, pour toi, l'héritage est loupé? Ah, tu vois, c'est délicat. Hein. C'est délicat. Hein, mais qu'est-ce qu'il aura laissé dans le fond de Charles Barkley? Le mec qui a fait face à Jordan en 93, MVP. Et qui a perdu. C'est le mec. Tu laisses pas d'héritage avec ça, Damas. Ah oui, c'est le mec qui a parlé, qui a ça. dit, Jésus m'a appelé, il m'a dit qu'on allait battre les Bulls. Les Bulls, il avait dit ça. Finalement, ils se font. Je sais pas ce qui s'est passé après avec Jésus, mais purée. De toute façon, avec les pivots des années 90-2000, c'est difficile de laisser un héritage avec la NBA actuelle. Il y a maintenant, on n'a qu'un certain type de pivot qui reste, qui est très vertical. Dans le sens aller-retour, qui ne domine pas nécessairement la raquette. C'est bien que tu mentionnes ça, Rafik. Qui shoot derrière à 3 points. Il y a Brook Lopez l'année dernière qui a fait 15 shoots à 3 points dans le même match. Insupportable, ce Towns monsieur. qui a pris depuis le début de la saison qui a fait 4 matchs à plus de 10 shoots à 3 points. C'est pour ça que moi je dis que Shaquille O'Neal, malgré la domination qu'il a eue, n'a pas eu justement cette influence. Je suis d'accord dans cet échec. Là, lui, il a une échec. On n'a pas retrouvé l'héritage Shaquille O'Neal au niveau des jeunes pivots NBA. Andrew Bynum a essayé et lorsqu'ils se sont affrontés avec le Heat, Shaquille O'Neal n'a pas trop apprécié se faire dominer par Andrew Bynum. Et ça s'est retrouvé, même Kobe l'a un peu charrié au cours d'une rencontre. Comme Andrew Bynum, il le met par terre, il lui met une feinte et il met ça, par terre chaque. Je vous conseille ça. de regarder, c'est un moment assez mythique. Mais pour le coup, pour revenir dans ce que tu dis, et tu as tout à fait raison, parce que pour moi, celui qui aurait pu le plus s'apparenter à un mec comme Shaq, mais qui a finalement s'est détaché de ça pour essayer de justement de s'adapter à la NBA moderne, c'est un mec comme Joel Embiid. Joel Embiid, pour moi, c'est un mec qui pourrait archi-dominer les raquettes. Et pourquoi il le fait pas? Mais parce que pour moi, justement, c'est là où l'héritage de Shaq a été un échec. Parce que Joel Embiid n'a pas voulu s'inspirer d'un mec comme Shaq. Non, mais c'est vrai, tout à fait. Le fait surtout que son vis-à-vis, il est derrière la ligne à 3 points, il peut pas dominer la raquette, il est obligé de sortir aussi. Offensivement, il parle. Offensivement, pour moi, il pourrait beaucoup plus écraser les gens dans la raquette. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus attiré par derrière la ligne plutôt que dans la raquette. Mais maintenant, et c'est pour ça que le Shaq a raté un peu son héritage. Et un mec comme Joel Embiid aurait vraiment pu être le nouveau Shaq. Il a raté, mais aussi tu as la pression des franchises et aussi de Sam Hinkie à ce moment, quand il était général manager chez Philadelphie. Maintenant, on joue dans la rémunération des points. Le 3 points est plus rémunérateur que le 2 points. Donc maintenant, il faut apprendre à shooter à 3 points. Il faut shooter que dans les zones très rémunératrices, c'est-à-dire derrière la ligne à 3 points et en dessous du panier. Et c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça qu'on retrouve pas trop l'héritage de Shaq, même s'il n'a pas participé à créer son héritage. Non.
il y a aussi la nouvelle NBA menée par Daryl Morey, Sam Hinkie, qui ont introduit un peu les stats avancées, le jeu drivé un peu par les statistiques, qui a supprimé un peu le poste de pivot. Mais non, il y a le small ball. Il y a le small ball parce qu'il n'y a pas besoin de pivot. Il y a pas besoin de pivot. Et quand tu retrouves LeBron James au poste 4, notamment lors des finales de conférence Est face à mes très chers Pacers, ça a fait mal à David West qui était face à lui parce que il y a pas la même rapidité et malheureusement ça conduit à la défaite. Mais justement ça s'est développé au cours de l'NBA où carrément on a en termes d'héritage des joueurs qui jouent au poste 4 et qui ont la taille pratiquement de Kobe Bryant. En plus, il y a pas longtemps, j'ai minimum vu 2 mètres. Un Milwaukee-Toronto qui date je crois année 2000 ou 2001 quand il y avait une remise en jeu après un panier. Le pivot, il marchait pour aller de l'autre côté du terrain. Il courait pas comme un Capella de tous les côtés. Fini, etc. C'est fini. Et après, c'était vraiment du demi-terrain. Et sans demi-terrain, c'est difficile de faire exister des joueurs comme on a eu, comme Shaq, etc. Un joueur que je déteste, mais que je dois en effet applaudir, Monsieur LeBron James. Monsieur LeBron James. Parce que lui, en termes d'héritage, il se permet même d'aller dans d'autres sphères que le basket autre que l'aspect marketing et commercial. Parce qu'il s'est permis de construire une école à Akron, sa ville de naissance, sa ville d'enfance, à l'Ohio, pas loin de Cleveland. Et pour ça, il s'implique même politiquement. Il s'est affiché à côté d'Hillary Clinton lors des dernières élections américaines. Et là-dessus, il faut quand même lui tirer ce coup de chapeau parce qu'il sait qu'il est une personne d'influence aux États-Unis. Et sur cet aspect-là, quand même, il faut lui dire. T'as maintenant des actions comme Brogdon qui œuvre pour l'Afrique, avec son Oops, un an avec Oops, où il va faire des actions en Afrique avec d'autres joueurs. Et aussi, Jordan, par exemple, il n'a pas voulu s'impliquer politiquement parce qu'il a toujours dit cette phrase les républicains achètent aussi des Jordan. et aussi, il y a un autre. Il y a aussi, on va dire, la ligue aussi qui peut restreindre un héritage, et je pense au trash talking qui n'existe plus maintenant. Totalement d'accord alors avec que toi. Michael Jordan, il en avait très très bien parlé du trash talking. Pour lui, le trash talking, c'était un moyen d'isoler un joueur de son équipe, de le déconnecter de son équipe. Je le trash talk, il va me répondre et il va se déconnecter de son équipe, et du coup il n'y aura plus la même cohésion dans l'équipe. Donc on a perdu le trash talking, aussi le trash talking entre les joueurs, et ça c'est la ligue qui a mis en place des amendes pour qu'il n'y ait plus cet héritage. Mais c'est cette image-là que moi, justement, que je ne supporte pas, cette NBA lisse. Par exemple, il y avait un match de All-Star Game, je sais plus qui avait remporté le titre de All-Star Game, et ça m'intéresse pas. T'avais tous les joueurs de l'Est et de l'Ouest qui étaient tous ensemble en train de se sourire, alors qu'à l'époque, l'Est de Jordan, je dois battre l'Ouest de Barkley. Et ça s'est retrouvé au cours des années 2000 avec les dominations de Jordan. De All-Star Game. Oui, des All-Star Games. Mais non, l'All-Star Game, c'est mélangé maintenant. Non, mais même non, mais je mélange chez mon équipe maintenant. Mais moi je te parle juste avant ce mélange de All-Star Game. Même le All-Star Game, le dernier All-Star Game de Jordan, quand il marque en 2003. En 2003, quand tout le monde se dit, oh, il a marqué le game winner, incroyable, il va arriver, et Kobe. Désolé, je t'imprime. Les couilles. Il reçoit la faute de Jermaine O'Neal. On lui dit, oh, il va peut-être rater ses 3 lancers. Mais pas du tout. Il met les 3 lancers et c'est l'Ouest qui gagne le All-Star Game. Michael Jordan ou pas, il s'en bat les couilles. Genre, lui, il voulait gagner et puis c'est tout. Il a pas à faire pote avec Michael Jordan. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il serait capable de rater ses lancers juste pour que le mec gagne. Mais bien sûr. Genre en mode, comme ça, sur Insta, on parle de moi. Mais exactement. Mais Kobe, on se moque de nous, et le problème c'est qu'on a démocratisé le basket à des personnes qui n'ont rien à faire sur un terrain comme le football. Je suis désolé. Donc certes on parle d'héritage, mais ça touche qui ? On n'a pas besoin des gens déjà qui n'aiment pas le sport pour qu'ils puissent regarder les choses qu'on aime. Ils n'ont pas besoin de regarder ces choses-là. Vous n'aimez pas le sport. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis désolé. Raison pour laquelle j'insiste bien. LeBron James, encore une fois, certes, c'est un joueur exceptionnel, mais il a adouci, je dirais, l'image du basket dont on n'avait pas besoin. C'est vrai qu'il y a eu la bagarre concernant les Pistons et les Pacers à Détroit. Cette bagarre-là a énormément joué en termes d'image du basket NBA. Ça a beaucoup joué parce que David Stern a mis en place ensuite la NBA Cares, qui venait en aide aux communautés défavorisées où les joueurs allaient justement dans ces communautés. C'est une bonne chose, attention. C'est vrai. De toute façon, la NBA a toujours été une ligue très politisée. Ça, on peut pas dire le contraire. Mais c'est normal. Un Karim Abdul-Jabbar, par exemple, c'était quand même un mec qui était. Alors là, on remonte
remonte à des temps vraiment, voilà. Mais c'est aussi un mec extrêmement politisé. Ceux qui connaissent pas son histoire, enfin, il s'est impliqué dans la cause des Afro-Américains. Tout à fait. Il a changé son nom. Quand il est drafté, même quand il est à Milwaukee, il s'appelle Lou Alcindor et il change en s'appelant Kareem Abdul-Jabbar. C'est hyper nouveau à l'époque, quoi, dans cette NBA. Surtout à cette époque-là. Ah, surtout à cette époque-là. Années 70, 80, on s'attendait pas justement qu'une personne de couleur noire, hormis Mohamed Ali, puisse comme ça, c'est revendiquer certaines choses politiques, certains points politiques. C'est pour ça qu'on parlait d'héritage de Kobe. C'est Kobe, il a influencé, par exemple, Giannis, Giannis Antetokounmpo a voulu s'inspirer de Kobe en disant, il le dit souvent dans les médias, mais moi je suis pas copain avec mes adversaires. Moi je veux les écraser sur le terrain. Et on sait qu'il vient s'entraîner avec Kobe Bryant, pareil pour Jason Tatum, pareil pour Kyrie Irving, pareil pour Paul George. Donc tu vois, c'est pour dire que Kobe c'est quand même aujourd'hui quelqu'un de marquant pour cette génération. Il dit ça pour le moment, mais j'attends de voir s'il va se soumettre à la pression d'avoir une bague. Non mais au-delà de ça, c'est pour ça que moi je traite Kevin Durant de bolos. Pour moi c'est un bolos ce mec. Par rapport à Giannis Antetokounmpo, il a été clair là-dessus. Ça m'intéresse pas les gros marchés, ça m'intéresse pas de faire des entraînements avec les autres gros joueurs de l'NBA que j'affronte tous les ans. Et moi là-dessus, je l'encourage là-dessus. Il dit ça maintenant, on verra après. Et maintenant Kevin Durant, pour moi il m'énerve, il se permet de dire « Oh mais de toute manière on voit déjà ces vidéos sur YouTube, alors pourquoi il vient pas s'entraîner avec nous ?» Mais c'est normal en fait gars, tu l'affrontes tous les ans Coco, c'est pas censé être ton pote. Je ne vais pas enfoncer un nouveau joueur des Nets, ce super joueur qui a fait le super choix d'aller à Brooklyn. Et ouais. C'est comme ça que tu réfléchis franchement. En tant que supporter là, j'avoue que justement par Kevin Durant, concrètement il laisse quoi comme image? Si on parle d'héritage, il n'a pas encore fini sa carrière, c'est vrai, il n'a que 31 ans. Mais concrètement, en termes d'image, il laisse quoi? Quelle est la trace qu'il laisse? Vous pouvez répondre à cette question, toi qui supportes les Nets? Un des meilleurs attaquants de l'histoire. Et après? C'est déjà pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Un poste 4. 3-4. Ouais, si tu veux. Vu sa taille, allez, 3-4. Vu sa taille, il pourrait même être poste 5. Non. Mais c'est vrai, tu as raison, mais je t'embête. C'est un 3-4 vu son physique. Voilà. Vu son physique, on dit 3-4. Dans certaines équipes, il pourrait même être 5. Et pourtant, il a des qualités de jeu, mais comme on a rarement vu, même jamais vu dans l'histoire de la NBA. Pourquoi je te parle de Kevin Durant? En effet, tu as raison de me dire que c'est un attaquant exceptionnel, comme on a presque jamais eu dans l'histoire. Mais le problème, c'est que c'est qu'un attaquant. Son identité, son image va être... C'était qu'un attaquant? Hein? T'as dit que c'était qu'un attaquant? Ah, oui. Kevin Durant? Kevin Durant, pour toi, c'est quoi d'autre alors? Non, quand même, il a montré quand même qu'il savait défendre. Hein. Ah bah attends, franchement. Il a montré où? Contre LeBron. Contre LeBron. Kobe aussi, dans la série en 2010. Totalement. Dans la série en 2010. Arrêtez. C'est surtout un très très grand attaquant. En fait, je me permets de dire ça. Pourquoi je non, me mais il est capable de défendre. C'est parce qu'en fait, il s'est permis d'aller aux Warriors. Alors que nous, nous, quand on regarde NBA, la culture, on attend des duels et des rivalités. Excuse-moi, ça c'est impardonnable. Là, c'est l'influence de LeBron, ça, par contre. Il gagne 3-1 contre Golden State la saison précédente. Il est en train de gagner 3-1 contre Golden State en playoff. Il perd contre 4-3. Il va les rejoindre. Alors ça, c'est l'influence de LeBron. C'est pas l'influence de Kevin Durant. C'est LeBron avec The Decision qui a une influence sur la NBA d'aujourd'hui en disant moi je veux choisir mes coéquipiers, je veux choisir mon équipe, je veux jouer avec mes potes. Et donc effectivement l'influence de LeBron avec The Decision a amené toute cette free agency 2019 qui aura été historique, on est d'accord, et du fait que Kevin Durant, par exemple, a rejoint les Golden State Warriors seulement pour avoir sa bague, comme l'a fait LeBron en allant au Heat, en rejoignant Dwayne Wade et Chris Bosh, et ça fait partie aussi d'une héritage. Maintenant, si elle est bonne ou mauvaise, c'est un autre débat, mais c'est l'influence de LeBron qui a causé tout ça.